Adoption par l'Assemblée nationale du traité budgétaire européen et à l'intérieur même de cette adoption, majorité de gauche pour le gouvernement, puisque la majorité requise était de 274 et il semblerait que environ 280 députés de gauche aient voté ce traité. On l'a dit tout à l'heure avec Frédéric Delpech, succès donc politique pour le Premier ministre. Premier ministre qui donne actuellement une conférence de presse improvisée et dès que nous en aurons un son et un extrait intéressant, on vous le passera en direct à l'antenne. Maintenant, on va parler un petit peu de la perception de l'Europe dans les pays européens. Il y a une image symbole pendant que l'Assemblée nationale française adopte ce traité. C'est Athènes totalement en état de siège pour accueillir la chancelière allemande. Et je trouve que le rapprochement de ces deux images dit à peu près tout. Gaël Sliman, BVA, a sorti une étude sur la représentation des politiques économiques en Europe. C'est peu dire que le divorce entre les peuples et ceux qui construisent l'Europe ou qui la font vivre, les décideurs, que ce divorce s'accentue. Oui. Quand on pose la question de la perception de la politique économique conduite par son gouvernement dans les 5 principaux pays d'Europe, vous voyez, cette fois, on a évité de poser la question aux Grecs et notamment de leur demander ce qu'ils pensaient d'Angela Merkel. Eh bien, le résultat est édifiant. On a près de 60%, 59% précisément, des Européens sur ces 5 grands pays, 5 pays majeurs de l'Union européenne, qui jugent négativement la politique économique conduite dans leur pays. On a un seul pays, comme vous le voyez, qui fait exception à cette règle et qui recueille une majorité de jugements favorables, c'est justement l'Allemagne d'Angela Merkel. Les Allemands, dans le rapport de force d'ailleurs Hollande-Merkel, c'est intéressant de le savoir, les Allemands soutiennent encore la politique économique conduite par la chancelière alors qu'elle pourrait pâtir d'une certaine usure du pouvoir que normalement François Hollande ne devrait pas connaître. En France, et c'est bien tout le problème de la popularité actuelle de François Hollande, son problème, c'est une question d'efficacité, c'est pas du tout une question liée à sa personne. François Hollande, à titre personnel, reste apprécié des Français. Un récent sondage de nos confrères de l'IFOP montrait que sa popularité en tant qu'homme restait élevée, autour de 60%. En revanche, son efficacité, elle est critiquée. On a 54% des Français qui jugent négativement la politique économique conduite par François Hollande et Jean-Marc Ayrault. Malheureusement, j'ai envie de dire, c'est pas un niveau si catastrophique que ça, comparé à la fois à la moyenne européenne, et puis il faudra peut-être se poser des questions au niveau politique, comparé à 14 années de mesure. BVA et Aviva posent cette question depuis 14 ans en France, et depuis 14 ans, ce piteux résultat quand même de 54% de mauvaises opinions est le 3e meilleur, ou le 3e moins mauvais que nous ayons observé à pareille période au mois d'octobre. Le petit problème quand même pour François Hollande, c'est qu'en octobre 2007, Nicolas Sarkozy, lui, était à 50% de bonnes opinions contre 42 de mauvaises. Donc il bénéficiait encore d'un solde positif d'opinion, ce qui n'est pas le cas de Hollande, qui, vous le savez bien, on le voit à longueur d'enquête, démarre assez vite avec un niveau de défiance que ne connaissait pas son prédécesseur à pareille période. Denis Pingot, le président de la République vient de se féliciter du vote des députés, d'une gauche réunie, dit-il, autour du traité européen. Pas complètement. Quand on a un problème politique, souvent, dans la sphère du pouvoir, on dit c'est un problème de communication. Mais là, pour le coup, est-ce que c'est pas aussi un problème de communication? C'est-à-dire que les mesures, l'opinion, et ça, toutes les enquêtes le montrent, des mesures difficiles, l'opinion est prête à les entendre, voire même à les supporter. On a le sentiment que ce qui manque, c'est une direction, c'est des objectifs, c'est oui, là ça va mal, mais voilà pourquoi on vous demande des efforts, c'est pour ça. Et là, on a l'impression qu'il y a un vrai déficit. Alors, est-ce que c'est un déficit de communication ou est-ce que c'est un déficit de clarté politique dans la démarche de l'exécutif ? C'est un exercice extrêmement difficile parce que, comme le disait Gaël Sliman, l'opinion négative des Français sur la politique économique de François Hollande aujourd'hui, elle est fondamentalement liée à la situation économique. C'est-à-dire et dans tous les pays européens, c'est pareil, c'est-à-dire que l'opinion juge son gouvernement d'abord à l'aune d'un certain nombre de critères simples. La lutte contre le chômage. La lutte contre le chômage, le pouvoir d'achat et la situation économique en général. L'Europe est en crise. Les peuples, aujourd'hui, se retournent contre leur gouvernement, quelle que soit la couleur politique du gouvernement, pour dire « ça va pas ». Sauf là où ça va bien, comme en Allemagne. Ou Sauf, moins mal. Sauf dans le cas très particulier de l'Allemagne, comme l'a souligné Gaël. Mais s'agissant ensuite de la manière de vendre, en quelque sorte, puisque vous avez les problèmes de communication du gouvernement sur la politique économique suivie, moi, j'observe 2 choses. La première, c'est que les Français, quand on les interroge, au fond, sur faut-il ou pas réduire les déficits,
faut-il ou pas conduire une politique qui soit assez hardie dans la réduction du déficit, sont plutôt majoritairement favorables à cette idée. Ensuite... Donc il y a une maturation de l'opinion sur ces questions-là. Disons qu'il y a une prise de conscience, en gros... Ou une résignation, je dis maturation. Ou une résignation. Ensuite, quand on leur demande plus spécifiquement s'ils sont d'accord avec telle ou telle mesure, évidemment, tout dépend de la manière dont la mesure les frappe. Ce qui est frappant dans la communication actuelle du gouvernement, dans ce qu'on pourrait appeler les cafouillages, c'est qu'effectivement, le gouvernement ne donne pas le sentiment de deux choses. D'une part, d'établir des règles du jeu solides, sur lequel les entreprises, quelles qu'elles soient grandes ou qu'elles soient petites, peuvent s'appuyer pour faire tourner leur activité, leur business model et avoir une visibilité. Donc là, il y a un grand flottement chez chaque entreprise aujourd'hui qui est lié aux incertitudes. Et d'autre part, deuxième élément, quand on voit ce qui s'est passé avec l'affaire des pigeons, quel que soit le point de vue qu'on puisse avoir, sympathique ou pas sur ces personnages, en gros, dans l'opinion, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une bande assez bien organisée de gens qui sont plutôt nantis réussissent à faire reculer le gouvernement en 7 jours. Et donc, forcément, dans l'opinion, naît un sentiment qui est les riches arrivent à se faire entendre, et les autres, ils devront payer. Éric Delannoy. Oui, c'est un petit peu compliqué d'entendre une critique de ce type-là. Les riches, les nantis, les entrepreneurs. C'est compliqué de devenir un entrepreneur dans ce pays quand même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faut quand même savoir que 60% des entrepreneurs aujourd'hui gagnent le SMIC parce qu'ils sont des créations d'entreprises et qu'en gros, on fait toujours l'amalgame entre l'entrepreneur et celui qui a réussi son caractère d'entreprise et qui va s'expatrier. Oui, n'empêche que l'agitation des pigeons, c'était des jeunes créateurs de start-up et ceux qui ont été reçus à l'Élysée, c'était juste des multimillionnaires. Historiquement. Il faut quand même. C'est vrai, mais il n'y a pas que. Il ne faut pas nous pigeonner, nous, autant. Il n'y a pas que. Parce que, quand même, derrière, il faut savoir ce en quoi on croit. Est-ce qu'on croit que la richesse de demain va être créée par des entrepreneurs qui prennent des risques ou va être créée par des couches supplémentaires dans l'administration dont on ne veut pas regarder, à regarder comment on va la réformer. Mais ça, c'est vrai. Moi, je rejoins un point qui est extrêmement important et en tant qu'entrepreneur, c'est incroyablement important. C'est des cadres de stabilité. On manque de stabilité fondamentalement, que ce soit au niveau national ou international ou européen. Il est clair qu'aujourd'hui, on parle des Français, ils sont tout à fait résignés par rapport à l'Europe. Je pense qu'ils ne sont pas pour, ils ne sont pas contre. Ils sont juste résignés parce qu'ils sentent qu'ils ne peuvent rien faire et qu'ils n'ont pas de prise. Les entrepreneurs fonctionnent de la même manière. C'est qu'aujourd'hui, on se pose juste la question, demain, quel impôt on va nous sortir ? Comment encore on va bouger le cadre fiscal ? Le traité européen, il a un mérite, et c'est probablement le seul, c'est de fixer un point de repère pour donner un cadre. Un cadre qui de toute façon sera dépassé. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'on puisse avoir des leviers demain pour pouvoir s'en approcher le mieux possible. En revanche, il faut pas que ça devienne un carcan et que ce cadre, on le respecte à la lettre, que ça se traduise par plus d'impôts et pas la recherche de recréer de la compétitivité. Et puis des effets récessionnistes qu'on a déjà plusieurs fois analysés sur ce Donc plateau. ça, c'est quand même un point important. Moi, ce qui m'importe, et je le répète, c'est comment on va enchaîner sur ce traité européen pour redonner en fait des projets structurels au niveau européen et français pour redonner de la compétitivité à la France et créer un cadre d'entreprise qui permette de créer de la richesse. Pascal de Lima. Oui, sur l'idée, moi je comprends les citoyens qui ont l'impression d'une absence de démocratie en Europe. Il y a deux raisons à cela. D'abord parce que il faut savoir qu'il y a beaucoup de technocrates, notamment ceux de la BCE par exemple, qui ne sont pas élus au suffrage universel et pourtant qui proposent une politique globale qui est assez libérale quand même aujourd'hui en Europe. La deuxième question, c'est celle du pouvoir de l'Allemagne, puisque l'Allemagne évidemment est surreprésentée au Parlement européen et donc la plupart des décisions en Europe sont largement impulsées par l'Allemagne qui, comme vous le savez, a une politique très sévère de compétitivité et d'abaissement des salaires. Ça, c'est la deuxième raison. Donc, spoliation, en quelque sorte, de la démocratie et du pouvoir des peuples s'explique par cela. On vit quand même aujourd'hui la fin de 700 ans d'indépendance budgétaire pour la France. Indépendance budgétaire, comme vous le savez, qui a été créée à l'époque de Philippe le Bel IV. Et donc 700 ans, c'est quand même pas rien. C'est une date très très forte aujourd'hui. Il faut savoir que c'est aussi un héritage de la Révolution française, cette histoire du budget national, et qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation un tout petit peu préoccupante par rapport à cela. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de points positifs, mais il faut aussi souligner les points négatifs et réfléchir de fond en comble pour savoir si on ne peut pas, avec ce nouveau traité, renforcer davantage, je dirais, les objectifs que les moyens. Le Portugal, par exemple. Le Portugal, vous savez, a appliqué toutes les mesures du FMI. Pourtant, on ne retrouve pas ce fameux déficit, ce fameux ratio d'objectifs de déficit public, parce qu'il n'y a pas de croissance en face, et parce que toutes les décisions sont prises par des gens qui ne connaissent pas forcément le terrain local, si vous voulez.
Frédéric Delpech, on revient aux enjeux politiques. On l'a dit tout à l'heure, c'est une période un peu de turbulence que le gouvernement Ayrault vient de passer. Le président de la République s'est félicité d'une majorité unie, puisqu'il semble, on n'a pas encore toujours les chiffres précis, mais il semble qu'environ 280 députés de la majorité aient voté en faveur de ce traité. La majorité requise était de 274, donc il n'y a pas eu ce cas un peu embarrassant politiquement de devoir la victoire aux voix de l'opposition. Oui, alors effectivement, François Hollande et Jean-Marc Ayrault, sans doute aujourd'hui, ce soir, poussent un ouf de soulagement et se disent, voilà, un problème de moins est réglé. Il y a peu de chances que François Hollande puisse capitaliser beaucoup sur ce succès politique, ni même d'ailleurs Jean-Marc Ayrault. Il y a peu de chances que ça inverse les courbes de popularité, mais enfin, en tout cas... Ça aurait joué en leur défaveur si ça avait foiré, donc ça ne jouera peut-être pas en leur faveur, puisque ça a marché. Ça, c'est la dure loi de la politique. Il y aura peu de gains politiques. Pour Jean-Marc Ayrault, un peu plus quand même, parce que c'est vrai que Jean-Marc Ayrault, eh bien, il a beaucoup été critiqué, y compris à l'intérieur même du gouvernement, sur son autorité, sa capacité à faire rentrer dans le rang les ministres récalcitrants, à éviter les couacs. Et Jean-Marc Ayrault jouait quand même assez gros sur cette affaire du traité. Vous voulez dire qu'il a plus d'autorité sur les députés qu'il en a sur ses ministres. C'est l'ancien patron du groupe socialiste à l'Assemblée qui a montré son savoir-faire. Voilà, il a montré son savoir-faire et donc il va se positionner à nouveau comme un chef de gouvernement qui réussit tout de même à obtenir une majorité pour voter un texte. D'ailleurs, c'est pas un hasard s'il a convoqué cette conférence de presse dans l'urgence juste après le vote, sans doute, on va l'entendre dans un instant, mais pour se féliciter de cette majorité unie derrière son Premier ministre et derrière son gouvernement. Donc il y aura un gain politique pour Jean-Marc Ayrault. En tout cas, il va tenter de capitaliser là-dessus parce que c'est vrai qu'en ce moment, lui, il traverse une séquence très difficile. D'ailleurs, Jean-Marc Ayrault, ce matin, il a aussi convoqué en urgence une convocation de Christiane Taubira et fait des déclarations sur le terrorisme parce que il était totalement occulté de la scène politique avec la double présence pendant tout le week-end et de Manuel Valls qui est plus que jamais le vice-premier ministre et de François Hollande sur ce terrain-là, de la sécurité, et qu'il fallait aussi qu'il se positionne sur ce terrain-là. Donc Jean-Marc Ayrault, oui, il peut quand même en tirer un avantage aujourd'hui avec ce vote. Yael Slimane, on vit quand même une drôle de période politique, parce que bon, on fait notre boulot là, mais on en fait des tonnes sur le fait qu'il y a un traité qui est adopté alors qu'en gros 4/5 des députés, on le savait, y étaient favorables, et deuxièmement que la majorité a une majorité. Oui, où en sommes-nous? Oui, mais un peu comme ce funambule autrichien qui fait ça. Ce qui est plus important d'un point de vue politique, c'est tout ce débat autour du traité budgétaire, des marges de manœuvre, des latitudes des gouvernants, parce que, comme je disais tout à l'heure, l'impopularité actuelle de Jean-Marc Ayrault et de François Hollande, elle s'explique largement par le sentiment d'une inefficacité à résoudre ces questions de chômage, de crise, de pouvoir d'achat, et par une grande inquiétude des Français sur l'avenir. Vous avez posé une question tout à l'heure, Michel, sur y a-t-il un problème de communication au-delà d'un problème de les résultats sont mauvais au niveau économique macro, quoi qu'en puissent les hommes politiques en charge un peu partout en Europe, donc ils sont impopulaires. Oui, il y a bien un coefficient personnel. Moi, ma conviction, c'est que jusqu'à présent, le tort de Jean-Marc Ayrault et de François Hollande, c'est de ne pas tenir un discours de vérité que peuvent entendre les Français, notamment sur la question de la règle du 90-10 que vous évoquiez il y a un instant, parce qu'aujourd'hui, les Français sont convaincus que les classes moyennes seront amenées à payer davantage. Et ils sont tellement convaincus que ça viendra, avec notamment un impôt à assiette large qui va les impacter, comme par exemple la hausse de la CSG. Ils en sont tellement convaincus qu'ils ne croient pas le gouvernement quand il dit pourtant une vérité. Qu'à date aujourd'hui, 90% des contribuables ne paieront pas plus du fait des décisions de Jean-Marc Ayrault et de François Hollande. Ils ont besoin clairement, Michel, de dire aux Français et notamment aux classes les plus moyennes, à l'avenir, à échéance de 1 an ou 2 ans, vous payerez davantage d'impôts et voici dans quelle proportion lorsque vous gagnez entre tel et tel revenu. Tant qu'ils ne le feront pas, tant qu'ils ne dessineront pas ce cap, eh bien, ils pâtiront d'une sanction de l'opinion. Merci à tous les 5 pour cet éclairage. Vous avez suivi en direct sur LCI le vote du Parlement français. On y revient dans le rappel des titres dans un instant et puis on ouvre un autre débat ensuite.